Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité renouvelée à Matin d'Éden. Pas Matin d'Éden, dimanche politique. Dimanche politique, un programme co-organisé par Diaspora FM 102.3 et Éden TV. Aujourd'hui sera en partie la question de l'emploi, la question de la politique de l'emploi occupera la part belle dans ce numéro 2, dimanche politique, parce que notre invité s'y connaît. On parlera de son actualité, on va aborder en dehors de la politique de l'emploi au Bénin, la jeunesse et militantisme politique dans notre pays, puisque notre invité, il est jeune, il occupe depuis un moment une fonction élective à la tête d'un arrondissement de la commune de Ouidah. En interactualité, on va aborder la résurgence du terrorisme en Afrique. Bien avant, on va faire le point de l'ambiance préélectorale qui nous recevons. Les précisions tous les jours, c'est avec James William Bagidi. James, bonjour. Bonjour à vous, tranquillin Arcade Gbainotin. Bonjour à nos amis auditeurs de Diaspora FM et à tous les téléspectateurs de Eden TV. Il est né le 22 juin 1966 après un passage par les lycées Oufon d'Abomey et Tofa 1er de Porto Novo. Il décroche un master en communication, en marketing et communication, pardon. Il a d'abord obtenu un diplôme en technique paramédicale au CPU, Collège Polytechnique Université. Il poursuit actuellement des recherches en développement local et il est ancien scout. Il est membre de la Jeune Chambre internationale, dont il fut d'ailleurs le président national bénin en 2006. Révélé sous le président Thomas Boniaï, aux côtés duquel il apparaît comme un expert, un véritable technocrate dans la catégorie des jeunes qui le soutiennent. Il est nommé en novembre 2010 à la tête de l'Agence nationale pour l'emploi. Par ce biais, il accède aux fonctions de secrétaire permanent du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il est moins connu comme acteur politique, mais il participera néanmoins aux élections communales en 2015, à l'issue desquelles il sera élu sur la liste UB, chef d'arrondissement de la localité de Savi dans la commune de Ouidah. Si vous le connaissez, vous avez certainement deviné que nous recevons pour vous aujourd'hui Didier Mexen Diego, c'est son nom. Il est directeur général donc de l'ANPE. Merci de répondre à notre invitation, Didier Mexen Diego, DMD, comme on vous appelle. Merci et bonjour à vous tous, bonjour aux téléspectateurs. J'ai répondu à l'appel et j'espère que pendant ces quelques minutes, c'est 190 minutes, j'espère. 90 minutes, voilà. Je pourrai partager avec vos téléspectateurs sur l'essentiel de ce que j'apporte au développement de notre pays. C'est la première fois que vous mettez les pieds dans les studios de Eden TV, vos premières impressions? J'ai entendu depuis un moment parler de cette télé. J'ai suivi même de près l'histoire de cette télé. Et pour l'histoire, je dois vous dire que la première structure qui a été votre client en matière de communiqué, en matière de reportage, c'est l'Agence nationale pour l'emploi. Et ça, c'est à marquer dans les annales. Et je voudrais en profiter pour féliciter tous ceux qui ont participé à la mise en place de cette chaîne que je trouve puissante, et surtout, principalement, notre grande sœur, l'honorable Madame Prudencio, pour cet investissement. Kékou n'est plus, ça fait quelques jours déjà qu'il nous a quittés. Il sera inhumé le 12 décembre prochain. Le deuil continue. Qui cette personnalité représente pour vous? 26 octobre 112, puisqu'on vient de vous donner ma date de naissance, j'avais 6 ans. Et j'étais couché à côté de ma maman quand la mort, plutôt le coup d'État a été annoncé. Donc vous comprenez que je suis un enfant de la Révolution. Et Kérékou, pour moi, en dehors de tout ce qu'on peut en dire, je retiens quelques éléments. D'abord, ce militantisme puissant plutôt, ce militantisme, cet engagement puissant qu'il a su nous donner et qui faisait que notre fierté de Béninois était grande. Il y avait ce sens civique qui était plus aiguisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On était fiers d'être des Béninois. Nous continuons de l'être et nous devons partager cette fierté, renouveler cette fierté avec les plus jeunes. Deuxième élément, c'est l'école nouvelle, unité de production.
jusqu'à aujourd'hui, je pense que cela peut être cité comme un exemple de l'initiation à l'entrepreneuriat, toute chose indispensable aujourd'hui pour que les jeunes puissent savoir se déterminer sur le marché de l'emploi, se prendre en charge. Troisièmement, vous le savez tous, la conférence des forces vives de la nation, Kérékou est un des principaux acteurs. Et aujourd'hui, c'est un label que le Bénin vend et c'est un label même qui fait partie de notre argumentaire pour inviter les investisseurs à s'établir, à s'installer au Bénin. Toutes choses qui me permettent de dire que Kérékou a marqué notre histoire, il nous a beaucoup apporté, nous allons le regretter. Et la meilleure manière de le célébrer, c'est de continuer l'œuvre, paix à son âme. Merci à vous, Didier Mersin Diago. Nous allons commencer donc cette émission en parlant de vous. Comment voulez-vous faire remarquer auprès du docteur Thomas Boniaï? À nouveau, vous me donnez l'occasion de remercier une dame. Elle s'appelle Rekia Madougou, une amie que j'ai connue à la Jeune Chambre, qui un après-midi du mois d'octobre m'a appelé pour me dire « Tu fais quoi ?» J'ai dit « Mais on se tutoyait à l'époque. Bon, vous comprenez que quand elle est devenue mon ministre, je la vous vois depuis lors. Alors, je lui ai dit, mais tu sais bien que je suis en clientèle, moi je m'occupe de mon business. Elle m'a dit, je veux que tu prennes en charge l'Agence nationale pour l'emploi. À la vérité, comme vous, comme chacun de nous à l'époque, je connaissais un tout petit peu l'ANPE, mais pas en profondeur. Et moi, je lui ai dit, à sa prise de service, je lui ai dit, à chaque fois que tu auras besoin de moi, n'hésite pas, appelle-moi, je viendrai. Et donc, c'est pour répondre à cet engagement que je lui ai dit, je suis totalement d'accord, sans pour autant savoir ce que cela comportait. Alors, quelques semaines plus tard, j'ai entendu parler d'un conseil des ministres, à l'issue duquel on a dit que j'ai été nommé directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Et j'ai pris service exactement le 11 novembre 2010. Donc, le président de la République, Dr Boniaï, m'a fait appel à travers Rekia Madougou. Je l'en remercie parce que je peux vous garantir, les amis, c'est une expérience fabuleuse. Quand on est dans le secteur privé et qu'on peut regarder de loin le secteur public, le service public, on n'a pas idée de la puissance de cette machine en même temps que de ses faiblesses. Nous avons besoin tous, chacun et chacune, de nous intéresser au service public et pourquoi pas, de temps en temps, accepter d'y faire un séjour et d'apporter notre science pour permettre à ce pays de bénéficier de chacun de ses fils et de se développer. Alors c'est une belle expérience que je poursuis depuis lors. Et puis, vous n'étiez pas sur le terrain politique, vous n'avez pas organisé des mouvements de suscitation à l'époque, avant que Mme Madougou ne vous appelle. On vous a toujours identifié comme un véritable technocrate. À quand remonte alors votre arrivée dans l'arène politique? Je suis de ceux, je vous remercie d'ailleurs pour cette question, je suis de ceux qui pensent que tout le monde est politicien. Maintenant, ça dépend de l'interprétation qu'on donne au mot politique. Il y en a qui l'ont galvaudé, d'autres le célèbrent. Quand on parle de politique en tant que démarche, stratégie, en tant que principe, moi j'achète. Je dis dans le credo ou dans le slogan d'une organisation de la société civile que j'anime, je dis il faut faire la politique des choses et non les choses de la politique. Il faut faire la politique du développement, la politique de l'emploi, tiens, la politique de la communication. Au lieu de faire le développement de la politique, la communication de la politique, l'emploi de la politique. Donc, jusque-là, on ne peut pas dire que j'étais forcément en dehors de la politique, puisque je contribue au développement de la cité. Maintenant, prendre des responsabilités dans l'exécutif politique, je n'y avais pas pensé jusqu'au moment où mes frères m'ont demandé de prendre le pari, de venir descendre dans l'arène, notamment dans notre arrondissement, dans mon village, et les accompagner en matière de développement. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que c'est la voie du développement, la voie de l'engagement communautaire, le développement local, qui m'a amené à devenir ce que vous appelez un politicien. Alors, parlons maintenant du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont vous êtes aujourd'hui le secrétaire permanent. Qu'est-ce que c'est que cette institution? En quoi consiste-t-elle?
vous me donnerez l'occasion d'abord, vous accepterez que je puisse en ces moments remercier le chef de l'État, le président Boni Yayi, pour m'avoir identifié pour représenter le Bénin à ce poste. Parce que la précision qu'il faut apporter là, c'est que depuis 2015, enfin cette année, il a été établi que les pays de l'UEMOA, en dehors du Mali, et je vais y revenir, doivent à titre rotatif, par ordre alphabétique, désigner un représentant pour être le secrétaire permanent du cadre de concertation. Et c'est le 24 décembre 2014, donc c'est mon cadeau de Papa Noël, que le président de la République lui-même m'a appelé au téléphone pour me dire c'est vous qui avez identifié pour nous représenter dans ce cadre à travers ce poste. Il faut dire que nous étions un certain nombre de candidats et je félicite au passage mes concurrents pour avoir fait la compétition avec moi. Le cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle est une institution, ou plutôt c'est une organisation que les ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle ont pensé pertinent à mettre en place. Vous savez qu'avant 2004, année de démarrage de la lutte contre la pauvreté à travers la création d'emplois, ça a fait l'objet d'un congrès extraordinaire de l'Union africaine à Bamako. Avant cette étape, l'emploi n'était pas identifié comme un secteur à part. C'était dissous dans le secteur social ou dans les ministères en charge du travail. À partir de ce moment, des documents de stratégie de réduction de la pauvreté, de croissance pour la réduction de la pauvreté, etc., ont commencé par demander aux États d'insister sur le secteur de l'emploi. La conséquence a été la création des ministères en charge de l'emploi dans plusieurs pays. Donc vous comprenez que l'UEMOA, à sa création, n'avait pas une commission qui se charge de l'emploi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de commission qui se charge de la question de l'emploi, notamment de l'emploi des jeunes. Et c'est pour cela que les ministres en charge de l'emploi et ceux en charge de la formation professionnelle, parce que dans certains pays, c'est séparé comme au Bénin, mais dans d'autres pays, c'est le même leadership qui s'occupe de cela. Alors les ministres, c'était à Abidjan, ils se sont dit, il nous faut un cadre de concertation. Ce cadre a pour mission de permettre à ces ministres qui travaillent sur les mêmes thématiques dans leur pays de s'asseoir, de réfléchir en commun, de fédérer ces réflexions, de mutualiser les succès et aussi d'avoir une vision globale dans un espace économique en vue de développer l'emploi au sein du développement global de cet espace, pour que l'emploi puisse être un partenaire, un élément contributif en matière de croissance économique. Donc, le cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, ce dispositif, ce cadre, on va dire, tout simplement, qui permet à ces ministres, chaque année, de se réunir après préparation de documents par les experts pour mutualiser donc les expériences, faire le point de ce qui a été acquis, ce qui a été réussi et jeter des perspectives. Depuis le début, après Abidjan, il y a eu Bamako, où les réunions ont été lancées. Après Bamako, il y a eu la Guinée-Bissau, il y a eu Niamey, il y a eu Cotonou, il y a eu Dakar, et tout dernièrement, il y a eu Abidjan. Et la réunion d'Abidjan que j'ai eu l'honneur en tant que secrétaire permanent d'organiser sous la présidence du ministre d'État Dosso, Moussa Dosso de la Côte d'Ivoire, cette réunion s'est spécifiquement penchée sur les décisions à prendre. Depuis un temps, nous faisons des réflexions, mais quelles sont les décisions? Alors, je peux vous dire que les résultats obtenus à Abidjan sont probants. Il s'agit désormais d'impacter directement les pays, et notamment les jeunes, à travers les initiatives de ce cadre. Nous sommes accompagnés à travers ce cadre par l'UEMOA, qui va nous aider à financer des initiatives des jeunes promoteurs d'entreprises dans nos pays, mettre en place un fonds pour l'emploi et renforcer le cadre de concertation. Alors, le Mali, qui a été un des pays les plus engagés dans la mise en place de ce cadre, a décidé d'abriter le siège. Donc, en principe, je suis censé être résident à Bamako. On avait même pensé que vous ne vivrez plus au Bénin, que vous serez muté de votre poste de directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce n'est pas moi qui décide. Quand le Conseil des ministres m'a nommé, il n'a pas été question de cumulativement avec ses fonctions, mais on n'a pas nommé un autre. Premier élément. Deuxième élément,
le cadre est déjà installé. Pendant un an, je crois que j'ai fait avancer les éléments institutionnels de mise en place de ce cadre, mais il manque que nous sommes en retard par rapport à la mise en place d'éléments, on va dire, de logistique, d'infrastructure. Le Mali, qui a accepté abriter le siège, est en train de prendre les dispositions pour identifier un siège et un bureau pour m'héberger. Donc, je suis censé être résident malien, mais dès que les dispositions logistiques, comme je le disais, seront prises, eh bien, je serai amené à m'installer là-bas. Cela dit, aujourd'hui, avec les techniques de l'information et de la communication, on peut être à Honolulu et travailler sur Savet et vice-versa. Donc, d'ici, je peux vous rassurer que j'assume pleinement mon rôle de secrétaire permanent en même temps que je suis directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Et j'espère que ça ne vous déplaît pas. Certaines personnes pensent que c'est déjà trop pour vous. Vos capacités intrinsèques, a priori, ne souffrent d'aucune légèreté, mais gérer une telle institution sous-régionale et en même temps réfléchir aux différentes politiques de l'emploi au Bénin, c'est déjà beaucoup, pensent beaucoup des Béninois. Il va sans dire que les deux sont dans le même secteur, heureusement. Je crois que c'est une chance pour le Bénin que pour le moment je sois là. En même temps que je conduis les réflexions et les actions au sein de l'Agence nationale pour l'emploi, que je sois à ce niveau pour coordonner ces réflexions au plan africain, je veux dire au plan UEMOA, et ces actions au plan UEMOA. Je pense que l'Agence nationale pour l'emploi, vous m'avez souvent envoyé des lauriers, je vous en remercie, est une référence en matière de services publics d'emploi au Bénin désormais et aussi au sein de l'Afrique. Beaucoup de mes collègues viennent ici en visite d'études pour s'instruire au même moment que nous aussi nous allons vers eux pour apprendre à leur école. Donc toute chose pour dire qu'en étant à la tête de l'Agence nationale pour l'emploi, j'assure avec, j'espère, pertinence et efficacité, je l'espère bien, cette passerelle entre ce que nous sommes au Bénin et ce que l'UEMOA veut faire de l'emploi et de la formation professionnelle. Mais je vous garantis que dès que l'autorité, je veux parler du ministre de tutelle et surtout du président de la République, dès qu'il leur plaira de me décharger de mes fonctions, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais me consacrer à d'autres fonctions, notamment à celle du secrétaire permanent du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. J'aurais terminé sur ce chapitre en disant que mon mandat est de 3 ans. Donc on est en train de puiser ou d'épuiser le tiers du mandat. Après le Bénin, par ordre alphabétique, ce sera le Burkina Faso et le siège est à Bamako. Et je ne peux pas parler de Bamako sans avoir une pensée à mes frères du Mali pour la fragilité dont ils font l'objet aujourd'hui, pour les épreuves qu'ils traversent. Que Dieu les accompagne. On va évoquer le sujet en fin d'émission. D'accord. Parlons maintenant, et nous restons dans cette dynamique pour parler plus spécifiquement de la politique de l'emploi au Bénin. Vous êtes le directeur général de l'ANPE. À ce titre, quel bilan pourriez-vous faire de la politique nationale mise en œuvre depuis 2006 pour la promotion de l'emploi? Oui. 2006, ça fait 10 ans. Il faut dire que l'Agence nationale pour l'emploi existait avant l'arrivée du président de la République. L'avènement du président de la République a été un booster pour tout le dispositif de promotion de l'emploi. Toutes choses étant égales par ailleurs, il y a des points d'amélioration sur lesquels nous pourrions revenir. Parce que c'est ce qui est bon qu'on peut améliorer. Ce qui est mauvais, on le jette. On est d'accord, non? C'est du bon et on peut améliorer. L'Agence nationale pour l'emploi, depuis ces 10 dernières années, a réussi à partir de 2 agences. 2 agences au début, à 4, à 6 et aujourd'hui à 12 agences départementales dans les 12 départements du Bénin. C'est une stratégie qui nous a permis d'aller au-devant du chercheur d'emploi. Celui qui est à Malanville ne peut plus descendre jusqu'à Parakou. Aujourd'hui, il peut s'arrêter à Kandi, ainsi de suite. Et au-delà de cela, nous avons le maillage, ce maillage qui fait que la direction générale est à Cotonou avec les 12 antennes, c'est décentralisé dans les 77 communes du Bénin.
nous entretenons avec chacune de ces communes un programme que nous appelons le partenariat décentralisé pour l'emploi, qui nous permet d'être en relation avec celui qu'on appelle le point focal emploi, qui est cette personne qui sert de passerelle entre l'ANPE et la commune pour tout ce qui concerne la promotion de l'emploi au sein du plan de développement de la commune. Voilà un acquis. Deuxième acquis, je veux parler du taux de plus en plus important de bénéficiaires de nos programmes. Si je prends l'un des programmes les plus célèbres, ceux qu'on appelle les stagiaires ANPE, qui au fait bénéficient du programme d'appui à l'emploi salarié dans un volet contrat première expérience professionnelle. L'État, qui a un devoir d'accompagnement du jeune diplômé sur le dur chemin, il faut le savoir. Ici comme ailleurs, la recherche de l'emploi est un parcours de combattant. L'État s'est donné pour mission de faciliter ce parcours aux jeunes diplômés et a créé le contrat première expérience professionnelle, qui est un contrat qui lui permet de renforcer son employabilité, n'est-ce pas, et de s'insérer dans le tissu économique à travers un emploi décent, mais ceci à travers un stage de préinsertion dans le secteur public au départ, et depuis notre arrivée à la tête de l'Agence nationale pour l'emploi, eh bien, tout le personnel et moi, nous sommes engagés à insérer les jeunes gens aussi dans le secteur privé. Ce qui est fait, cela se fait désormais ou c'est toujours en projet? Ça se fait désormais depuis, je vais vous dire, 2012. Et l'effectif est à 25% orienté vers les entreprises du secteur privé. Notamment, il y a de grosses entreprises qui nous ont accompagnés, CDPA, la béninoise. Nous allons essayer de ne pas les citer. De grosses entreprises de la place, voilà, et des banques de la place et des assurances de la place. Suivez mon regard. Toutes ces structures alors nous ont accompagnés et on peut se féliciter de ce que nous avons été pertinents en impliquant ces entreprises privées. Parce que vous savez, le secteur dans lequel le jeune, puisqu'on parle de renforcement de son employabilité, le secteur dans lequel il peut le mieux apprendre pendant son stage, qui est un stage qui lui permet de mettre en pratique les théories apprises à l'université, ce secteur, c'est le secteur privé. Et s'il existe la moindre petite chance d'insertion professionnelle, c'est encore dans le secteur privé. D'ailleurs, à la pratique, nous nous sommes rendus compte qu'à près de 25%, les jeunes sont insérés, retenus avec un CDD ou un CDI, un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, à travers ces entreprises privées. Ce que nous envoyons dans le secteur public, le taux d'insertion est de l'ordre de 5 à 10%. Et je peux vous dire qu'il y a 4 ans, quand j'arrivais, 5 ans déjà, quand il nous a été donné l'opportunité d'être directeur général de l'ANPE, nous mettions en moyenne 500 jeunes en stage. Aujourd'hui, par an, c'est ça? Par an. Aujourd'hui, je peux vous garantir qu'à la date d'aujourd'hui, ils sont 6250 jeunes en stage au titre de ce programme. Non seulement en stage, mais grâce à une mesure présidentielle prise l'année dernière ou en début de cette année, la durée est passée d'1 an à 2 ans. Et une réforme majeure qu'il est utile de souligner, chaque bénéficiaire de ce stage bénéficie en même temps de l'ouverture d'un compte en banque. C'est une avancée majeure, cette bancarisation qui permet aux jeunes de s'insérer dans le tissu économique aujourd'hui à travers un outil moderne qui est le compte en banque. Voilà une des réformes de ce programme. Si je dois continuer, je vais dire qu'il y a plusieurs dispositifs qui sont créés, le FNM, le FNPEJ. Avant de parler des autres programmes, concernant les stagiaires ANPE, vous inscrivez ce volet-là au rang des projets, des emplois aux jeunes? Nous les inscrivons au rang des succès du programme du président de la République sur les 10 ans. Maintenant, un emploi, c'est quoi? Un emploi stable est défini par les instances faîtières et le dernier consensus des spécialistes, notamment les statisticiens du travail, les statisticiens du secteur social en la matière, appellent emploi stable un emploi qui dure 1 an. C'est un emploi stable. En dessous d'1 an, c'est un emploi instable. Donc j'espère que je réponds à votre question en disant que quand on offre un stage de 2 ans à un jeune, on peut comptabiliser ça comme un emploi. Oui, mais si par la suite il est abandonné à son propre sort, s'il n'y a plus rien à faire quand il a fini, vous avez parlé de 5 à 10% dans le secteur public et puis à peine 25% dans le privé. Est-ce que
on peut vraiment se réjouir de cela. Vous aimez le football? Nous adorons tous le foot, comme Ok. vous. Alors, hier, vous êtes Barça ou Real? Barça, toujours Barça. Alors, je vais vous dire, quand on est qualifié pour les quarts de finale, notamment, on célèbre ça d'abord. Et on se prépare pour les demi-finales. On ne commence pas par pleurnicher pour dire, est-ce que je vais gagner les demi-finales? Non, on célèbre. C'est ma manière de dire, il faut qu'on encourage les jeunes à saisir l'opportunité de l'heure, à l'implémenter, parce que c'est leur capacité à rebondir sur ce qu'on leur offre aujourd'hui qui va être déterminante pour les conquêtes de demain. Si chaque jeune, des privilégiés, parce que si je dis que nous sommes à 6 000 aujourd'hui, la demande c'est peut-être 10 fois plus. Donc nous n'avons pas les moyens de satisfaire toute la demande aujourd'hui. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous sélectionnons. Alors ceux-là qui bénéficient de cette sélection doivent premièrement se sentir comme des privilégiés. Premier élément. Deuxième élément, il y a des outils qui sont mis à leur disposition, à leur portée pendant leur stage. Il y en a qui n'implémentent pas ces outils-là. Parce que par jour, ou plutôt par semaine, ils ont une journée de recherche d'emploi. Certains pensent que c'est des journées libres et ils ne vont pas faire la recherche d'emploi. Nous faisons le suivi de tout ça. Et aujourd'hui, il faut remercier et féliciter les directeurs des ressources humaines, que ce soit des ministères comme des structures privées, pour l'accompagnement et le suivi rigoureux qu'ils offrent à ces jeunes gens. Donc, le programme est prévu pour être contrat de première expérience professionnelle. Ce n'est pas un contrat d'embauche agent permanent de l'État. D'abord, le mot agent permanent de l'État, il faut commencer par le relativiser parce que ça amène le jeune à ne pas être leader, à ne pas se déterminer, à ne pas chercher à s'accomplir. Maintenant, au-delà de 2 ans, il a d'autres dispositifs qui sont à sa portée. S'il n'arrive pas à s'insérer dans le tissu économique, s'il n'arrive pas à décrocher un emploi salarié, mais il y a plein d'autres dispositifs qui sont à sa portée, notamment l'insertion dans l'auto-emploi. Le jeune n'est pas abandonné. Et de ce côté-là, vous pouvez croire que nous avons plusieurs opportunités et surtout un outil fabuleux que beaucoup de pays nous envient aujourd'hui, le Business Promotion Center, qui sont des centres de ressources qui accompagnent le jeune de manière individualisée pour son insertion ou plutôt pour la création de sa propre entreprise. Donc, aucun jeune n'est abandonné. Au quotidien, dans les guichets de la NPE, c'est-à-dire dans les antennes départementales, il y a ce que nous appelons l'intermédiation. C'est-à-dire que nous mettons en relation l'offre et la demande d'emploi. Au quotidien, les chercheurs, les conseillers en emploi plutôt, qui sont des experts en la matière, vont vers les entreprises, recueillir les offres et les mettre à la portée ou en relation avec les demandes d'emploi qui sont dans notre base de données. Le jeune qui ne fréquente pas les antennes de l'ANPE ne peut pas bénéficier de cette opportunité. Près d'1 millier de jeunes ont été insérés à travers l'intermédiation au cours de cette année. Donc je veux vous dire qu'il y a plusieurs opportunités. Mais il n'y en aura jamais assez, pardonnez-moi de le dire comme ça, il n'y en aura jamais assez pour tout le monde, en tout cas pas au même moment. C'est les plus déterminés, les plus engagés qui vont s'en sortir. Donc il vaut mieux qu'on encourage les jeunes. Mais Diego, mais on connaît aussi la politique de la sélection qui est parfois partisane. Et que ceux qui n'ont pas eu la chance d'être dans le parti, ou qui n'ont pas eu la chance d'être, ou qui n'ont pas voulu être soutien du candidat Boni Yayi ou d'un ministre ou parrainé par telle ou telle personne et qui n'ont jamais bénéficié de cette politique de l'insertion, qu'est-ce qui leur reste finalement? C'est une critique qui est souvent formulée et je ne dirais pas que c'est fallacieux. Je dois reconnaître que nous sommes des hommes et que nous pouvons, toutes choses étant égales par ailleurs, ne pas toujours faire attention à tout. Mais vous, qu'est-ce qui vous permet, permettez-moi de vous poser la question, qu'est-ce qui vous permet de sélectionner vos invités? Il y a un certain nombre de critères. Et des fois, il y a des critères de cœur parce que vous voyez que l'invité se détermine sur le marché, sur le secteur. Parce que s'il y a plusieurs personnes qui abordent la même thématique, qu'est-ce qui fait que vous dites non, lui, je préfère celui-là? Chacun doit se déterminer. Vous savez qu'il y a des jeunes gens, ils ont WhatsApp, hein? Ils ont tous les outils de TIC aujourd'hui,
mais qui ne sont jamais allés sur le site de l'ANPE. Il y en a qui connaissent pas l'antenne départementale de Gbedjo-Mende, mais ils connaissent je ne vais pas citer de nom, mais le petit restaurant qui est en face. Vous voyez ça, ils viennent dans mon bureau, je dis, vous connaissez l'ANPE, ils disent non. Vous connaissez Gbedjo-Mende, oui. Vous connaissez tel endroit, pour ne pas le citer. Vous connaissez J'adore. Il dit, oui, je connais. Je dis, retournez là-bas, asseyez-vous et regardez en face de vous, vous allez voir l'ANPE. Il y a de cela. Il y a aussi que certains parents appuient leurs enfants. Mais le déterminant, c'est la capacité du jeune, non seulement à s'inscrire, mais aussi à être présent. On n'a pas abordé les questions de définition, mais vous savez que dans la définition du chômage, il y a un volet recherche active du travail. Le jeune qui reste chez lui et qui ne se détermine pas ne fera pas la différence. Au moment de faire la sélection, le conseiller en emploi qui doit faire la sélection, accepter qu'il y ait des éléments qui l'influencent. Il y a 3 ou 10. S'il y en a qu'il voit tous les jours venir se promener dans l'antenne et dire « Ah, est-ce qu'il n'y a rien aujourd'hui ?» il est plus à même d'offrir à celui-là qu'un autre. Vous savez, nous avons tout un processus. Quand le jeune s'inscrit, on l'invite, on l'écoute, on l'oriente et on le forme. Ceux qui ont participé à tout ce processus sont les présélectionnés. Et au-delà de cela, l'âge, etc., le besoin exprimé par les ministères, le profil demandé. Mais maintenant, je ne veux pas dire que dans un environnement comme le nôtre, on ne peut pas être influencé par un coup de fil. Non, ça peut exister et ça existe partout. Mais rassurez-vous, nous travaillons à ce que cette proportion, si elle existe, soit aussi minime que possible. Monsieur le directeur, vous ne pensez pas qu'il est important quand même de mettre en place un dispositif pour accompagner surtout les stagiaires NPE peut-être c'est pas dans l'organisation des différents concours de recrutement au profit de l'administration publique. Et maintenant, la préoccupation, le népotisme dont parlait James William Gbagidi s'est illustré ces dernières années, notamment entre 2006 et 2011 en ce qui concerne le Fonds national pour la promotion de l'emploi. On a demandé aux jeunes à l'époque de venir avec des projets viables. Les gens sont venus, ils ont bénéficié de plusieurs millions de francs CFA, 10 millions, 20 millions, 30 millions, et ils sont tous portés disparus. La liste de ces débiteurs-là, on l'a, puisque le ministère l'a publié il y a quelques années. L'État, même qui a octroyé ces fonds à ces jeunes, pourquoi n'a-t-il pas fait des études de dossier avant d'octroyer ces millions de francs CFA? Merci. D'abord, le FNPEJ a un directeur général. Pour rentrer dans le détail... Ça fait partie des différentes politiques de l'emploi, des réformes. Je pense qu'il serait plus à même de répondre à vos questions, mais je ne veux pas, c'est pas pour ne pas apporter des éléments de réponse. Mais je suis sûr qu'il est plus autorisé et plus outillé, surtout, pour répondre aux questions. L'État a une politique volontariste en direction des jeunes. Ça, il faut le reconnaître. Et si vous parlez des BPC qui ont démarré, notre staffing, par exemple, la sélection de l'équipe type qui doit manager les BPC, au départ, et aujourd'hui, ce n'est plus la même réalité parce qu'au départ, on a eu une volonté énorme envers les jeunes. Donc, cette stratégie volontariste du président de la République par rapport au FNPEJ, a fait que peut-être on n'a pas pris toutes les dispositions. Certainement d'ailleurs, on n'a pas pris toutes les dispositions pour verrouiller plusieurs étapes successives de sélection avant d'employer. Maintenant que j'aille un peu, je sois un peu peut-être plus clair que Tranquille Kadbenoté, il s'agit de dire exactement que c'est de la politique, je dirais même politicienne, que procède ce problème qui est advenu à la NPE. Ces personnes qui ont bénéficié de ces financements et qui sont au FNPEJ. Au FNPEJ, oui, qui ont bénéficié de ces financements qui sont portés disparus ou qui ne les ont pas fructifiés et qui n'ont pas été poursuivis non plus pour cela. C'était parce que c'était des gens qui étaient dans le système, qui étaient proches du système, qui étaient des soutiens du chef de l'État qu'on en est arrivé là, n'est-ce pas? Très bien. Vous verrez que dans ma démarche, je ne vais pas nier les problèmes qui existent, mais je vais vous inviter à vous mettre à la place des autres. D'ailleurs, dans la Bible, pour ceux qui, on est dimanche, ceux qui lisent la Bible, il existe l'exemple de l'enfant prodige. Ça, c'est historique, c'est pas le Bénin. Ok.
peut-être qu'il faut diagnostiquer le problème à un niveau d'éducation. Vous pensez qu'il y aura un gouvernement dans ce pays qui n'aura pas des gens proches? Parlons clair, ne nous voilons pas la face. Monsieur Tranquillin, si vous êtes président de la République demain, vous pensez que vous n'auriez pas des parents qui viendront vous dire facilite-moi ci, facilite-moi ça. Le déterminant, c'est quelles précautions nous prenons pour que ceux qui bénéficient de ces mesures soient ceux qui peuvent le plus les implémenter. Et c'est là qu'il faut faire des reproches. Pas dans la sélection des gens, mais dans le fait que dans la mise en œuvre, toutes les étapes n'ont pas été respectées, notamment par le faire-faire. L'État ne peut pas octroyer des prêts directement. C'est pour ça qu'il dit qu'il y avait une volonté, il y avait une stratégie volontariste qui a fait que, bon, on a octroyé des prêts. Et très vite, grâce à un ministre comme Réki Amadougou, on a coupé le robinet. C'est ça qu'il faut célébrer. L'État même a eu le courage de dire, ah, ça là, cette mesure que nous avons prise n'est pas porteuse de résultats et nous arrêtons le principe. En format davantage les bénéficiaires. Parce qu'à l'analyse, par exemple, on a vu que le portefeuille sain, c'est-à-dire les 5% de ceux qui remboursaient, la plupart d'entre eux ont des gens qui ont été accompagnés par d'autres structures. Parce que tout le monde n'avait pas obtenu le prêt sans avoir pris part des dispositifs comme l'ANPE. De formation, je veux dire. Donc, il faut davantage former les jeunes avant de leur octroyer les prêts. Et deuxièmement, il faut passer par la méthode du faire-faire. Il y a des structures décentralisées de financement, SFD, les structures de financement décentralisées, qui ont été recrutées et qui sont les intermédiaires entre le FNPEJ et les bénéficiaires aujourd'hui. Donc, pour revenir à votre question, on peut dire, oui, que à un moment donné, puisque c'était une opportunité, une aubaine, à des niveaux de responsabilité diverses, la rigueur n'a pas été ce qu'on aurait souhaité. Mais il faut célébrer le fait qu'à un autre moment, l'État a mis fin à cela pour dire non, cette voie que nous avons empruntée n'est pas la meilleure, redressons la barre. Donc c'est ce que je peux répondre. Et aujourd'hui, les prêts ont repris, c'est ça qu'il faut célébrer. Les prêts ont repris et il y a des jeunes qui passent notamment par l'ANPE, renforcement de capacité au sein des BPC avant de se voir octroyer des prêts. Autre réforme en la matière, si je peux me permettre de parler au nom du DG FNPEJ, c'est le taux, ou plutôt le montant, voilà. Avant, il y avait de gros montants. Aujourd'hui, plus personne ne dépasse guère les 5 millions. Hein. Et c'est vrai qu'un jeune créateur d'entreprise qui n'a pas auparavant, on va dire, manipulé de gros sous, il ne faut pas en mettre de très gros dans ses mains. Et aujourd'hui, ne trouve pas qu'il y a trop d'institutions, trop d'organes mis en place par l'État central pour accompagner les différentes politiques de l'emploi? Il y en a assez. Il y a une série plusieurs ministères sont concernés par... Là, vous touchez à un endroit sensible, sensible à tous les niveaux, pour tout le monde, à commencer par le président. Mais je voudrais partager un chiffre avec vous déjà. Et le FNPEJ, depuis le 2008, a pu décaisser plus de 6 milliards aux jeunes et ils sont au moins 1273 à bénéficier de prêts. C'est vrai, tout le monde n'a pas remboursé, mais ce serait quand même le diable que ces 1250 soient tous du village du président de la République ou de ses ministres. Fouillez bien, vous trouverez que tout le Bénin a bénéficié de ça. Toute tendance politique confondue, toute ethnie confondue. Nous avons cette facilité à stigmatiser ce péché que nous avons, c'est vrai tous, de trop politiser à tous les niveaux les décisions. Mais il faut reconnaître que l'État ne peut que développer des politiques volontaristes et c'est à nous, cadres, de les mettre en œuvre, notamment pour revenir à ce que vous dites, la démultiplication des dispositifs de promotion d'emploi, notamment. Je dois vous rassurer même dans votre préoccupation que nous sommes très sensibles à la question. L'année dernière, l'Agence nationale pour l'emploi a fait une étude pour tracer la cartographie des structures de promotion de l'emploi. C'est une étude qui existe, je peux en parler ici. Près d'une trentaine de mesures et dispositifs répartis dans près d'une dizaine de ministères existent. Il s'agit pour nous de renforcer tout ça, de regrouper de manière pertinente, de faire de tout le dispositif, comme j'aime le dire, un dispositif compact pour donner plus d'impact.
C'est à l'avantage du gouvernement que de faire cela. Imaginez si on met, comme certains pays le font, le ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi ensemble. D'ailleurs, formation professionnelle et emploi sont déjà presque ensemble. Parce que c'est vrai, vous avez un ministère en charge de l'emploi, séparé du ministère de la formation technique et professionnelle, mais qui s'occupe aussi de la reconversion et de l'insertion des jeunes. Il faut faire attention à ces mots-là. Reconversion et insertion des jeunes égale emploi. Promotion de l'emploi. Donc il y a déjà des efforts. Et plus d'une fois, quand il m'a été donné l'opportunité de participer aux travaux du Conseil des ministres, j'ai vu le président se préoccuper au plan technique, hein, le technicien qui est en lui, qui s'est préoccupé de ce qu'il y a trop de mesures, trop de dispositifs. Mais cela veut dire qu'il faut supprimer des postes. Donc, de plus en plus, il nous faut réfléchir à cela. Je suis de votre avis. Et le président a même mis sur pied un groupe de réflexion pour lui faire des propositions en termes de renforcement ou de resserrage ou de regroupement de ces structures. J'en ai discuté avec mon ministre de tutelle, Mme Dako, Tamadao, qui elle-même est préoccupée par cette question. Vous savez, quand vous êtes ministre de l'Emploi, votre rôle est transversal. L'emploi s'écrit dans le secteur de l'agriculture. Il y a un ministère en charge de l'agriculture. L'emploi s'écrit dans le secteur du tourisme. Il y a un ministère en charge du tourisme, un ministère en charge des BTP. Le ministère en charge de l'emploi devait être cette instance renforcée qui coordonne tous ces dispositifs qui existent ici et là. Et quand on peut regrouper davantage certains aspects, certains secteurs qui ont des liens ensemble, ce serait avantageux pour nous tous. Vous venez de me parler du secrétariat permanent. Vous parlez de l'emploi et de la formation professionnelle. Secrétariat permanent des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Vous allez dans un pays comme le Burkina Faso, jeunesse, formation professionnelle et emploi sont ensemble. Dans d'autres pays, c'est pareil. Au Bénin, nous n'avons pas encore obtenu cela, mais je crois que c'est un défi et le chef de l'État en a totalement conscience, le ministre de l'Emploi aussi. Oui, pour revenir, parce que je voudrais ne pas oublier ça, les jeunes qui sortent des stages, vous dites comment on peut faire pour les accompagner. Les accompagner déjà, c'est les accompagner dans le secteur de l'auto-emploi. Et des dispositifs intéressants existent. Mais s'ils doivent continuer leur parcours dans l'emploi salarié, il y a aujourd'hui le volontariat, il y a les concours ACE. Nous travaillons à trouver un lien, un parcours gagnant entre ANPE, volontariat et ACE. Imaginez le jeune qui traverse tout ça, s'il ne veut, parce que tout le monde ne veut pas être chef d'entreprise. Le plus important qu'il faut inculquer aux jeunes, c'est la culture d'entreprise. C'est comme vous. Vous êtes ici, si je me trompe, vous n'êtes pas patron de la chaîne, mais vous passionnez pour la chaîne comme si c'était la vôtre propre. C'est ça que j'appelle la culture d'entreprise. Le jeune qui fait ça, c'est lui qui peut demain ouvrir ou créer son entreprise et la développer de manière intéressante. Alors, donc, on peut les accompagner pour en faire des salariés. S'il passe par l'ANPE, il fait 2 ans peut-être. Il sort du circuit, s'il trouve un emploi ou crée son entreprise. S'il ne peut pas sortir, prochain carrefour, il est prioritaire pour être volontaire. Parce que celui qui vient à l'ANPE, il est censé être sans expérience professionnelle. D'accord. Celui qui est volontaire, en principe, c'est quelqu'un qui a une expertise, une expérience professionnelle qu'il vend à l'État à moins de coûts. Donc, il est prioritaire pour devenir volontaire et après prioritaire peut-être pour faire le concours ACE. Vous verrez que c'est un parcours qui va le formater et en faire un fonctionnaire de l'État, j'espère, un peu plus engagé, un peu plus citoyen que d'autres. Alors, on constate qu'il y a toujours à chaque organisation des concours des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes qui se proposent quand il y a quelques postes seulement qui sont ouverts. Malgré tous ces dispositifs qui sont mis en place par le chef de l'État pour la promotion de l'emploi, est-ce qu'on peut dire que finalement la politique de l'emploi du président Boniaï est quand même un échec? Vous me laissez le choix de répondre ou bien vous décidez que c'est un échec? C'est ce que pensent la plupart des jeunes, la plupart des Béninois. D'abord, vous avez déjà vu dans un pays
qu'on ait félicité un dirigeant pour le secteur de l'emploi. Les pays développés qui nous aident et vers lesquels nous trouvons, le cas est encore plus criard. Il ne faut pas voir, il faut voir le verre à moitié rempli, les amis. D'où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on est? Si nous continuons, vous et moi, à accompagner les jeunes, notamment en termes de communication, à ne pas insister sur le fait, parce que votre question tout à l'heure, le jeune qui est dans son fauteuil qui nous suit va dire, ouais, voilà, je suis content, les journalistes sont en train de poser des questions que je souhaite au DG, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont devenir. Mais on vous donne une opportunité, un tremplin pour bondir, et si vous n'utilisez pas suffisamment le tremplin, il ne va pas vous permettre d'aller à d'autres étapes. Il faut évaluer la chose par rapport à où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en était, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et quels sont les types d'opportunités que l'État offre à ces jeunes. C'est un engagement, j'allais dire même constitutionnel pour l'État, que d'accompagner les jeunes. Et la démultiplication des structures peut être saluée de manière positive. Ça veut dire que l'État se préoccupe. Le président de la République démultiplie. Tout dernièrement, vous avez vu les jeunes qui ont été embauchés dans le programme Allo Service Public. Ils sont 3000 d'un coup. C'est un partenaire privé que l'État a identifié pour recruter 3000 jeunes dans les centres d'appel, les call centers, pour être d'abord des personnes qui nous permettent de mieux apprécier le service public, parce qu'ils sont là pour répondre à toutes les questions que vous aurez sur le service public. Si vous voulez demander une information au ministère des Affaires étrangères et que vous n'avez pas accès au ministère des Affaires étrangères, vous appelez le 135, je crois, oui, et il décroche, vous posez la question, il vous répond. C'est toute la philosophie de Allo Service Public. Et ça nous a permis déjà d'embaucher 3000 jeunes. Donc voilà autant de dispositifs. Dans le secteur de l'économie numérique, il y a Allo Service Public, il y a encore les paiements électroniques. Vous savez, il y a plusieurs factures qui ne se payent pas aujourd'hui. Pas parce que vous n'avez pas les moyens de payer, mais des fois parce que vous êtes sur un plateau, vous n'avez pas le temps d'aller payer. On est en train d'organiser les jeunes, leur donner des terminaux avec des crédits pour qu'ils prennent votre facture, pour qu'ils aillent payer. C'est des emplois qui sont créés dans ce dispositif-là. Ça peut passer par des kiosques qu'on installe. Pour quelle rémunération, la fourchette des rémunérations pour ces jeunes? Pour Allo Service Public, qui sont autour de 55 à 60 000. Je trouve que c'est important. Jusqu'à nouvel ordre, le SMIG est à 35 000, au plus à 35 000. Il y a des travaux qui ont permis d'atteindre 45 000. Les jeunes démarrent à 55 à 60 000. Je trouve que c'est assez suffisant. Et pour les kiosques, près de 5 000 emplois seront créés. Regardez le secteur agricole. Plusieurs jeunes, que ce soit PDA, VV ou PAIVO, ou le PPEA, je ne dis pas l'autre PPEA, c'est pour ça que j'ai hésité. Le PPEA, Programme de promotion de l'emploi. Pourquoi l'autre PPEA vous dérange? Je crois que ça fait déjà couler suffisamment d'encre et de salive. On peut passer à autre chose. C'est projet de promotion de l'entrepreneuriat agricole, qui est une stratégie de formation des jeunes dans l'auto-emploi et en faire des gestionnaires de ferme, farm managers. L'État les forme gratuitement, les héberge ou leur donne la possibilité de rentrer dans une incubation sur des fermes de l'État et de sortir avec un équipement. Je crois que si on fait ça là pour chaque jeune, si le jeune est conscient, il est autonomisé directement. Donc il y a plusieurs mesures, on peut en citer, et je cite le FNM. Je cite le volontariat dont je viens de parler. Le volontariat, on est à près de 5700 jeunes embarqués dedans. Le FNM qui accompagne les jeunes, accompagne les femmes aussi. Je pourrais citer d'autres mesures encore. Alors, combien de jeunes étaient embarqués dans ces dispositifs à une certaine époque et quel est le taux d'accroissement de ces opportunités-là? C'est par rapport à ça qu'il faut voir. C'est vrai que tous les jours, nous continuons de former les jeunes. Et sacré pays où nous sommes sensibles au diplôme, on ne pense qu'au diplôme. Travaillons à penser au métier. Hein? Tu fais tel diplôme pour devenir quoi? Et c'est pour ça d'ailleurs que je peux citer une des activités de l'ANPE,
le samedi des métiers, qui est une activité d'orientation professionnelle qui permet de faire le zoom sur un métier porteur et d'identifier les secteurs porteurs qui sont dans ce métier, ou plutôt les emplois qui sont dans ce secteur, et d'orienter les jeunes vers là-bas, au lieu de les laisser s'engouffrer dans des voies qui sont peut-être splendides, mais qui ont des bouchons devant. Si nous produisons, hein, c'est vous, si vous produisez des documentaires qui ne sont pas consommés, si vous ne vous préoccupez pas du feedback du public, et pour rentrer dans les biens de consommation beaucoup plus, si quelqu'un produit du yaourt, et le yaourt n'est pas consommé, il y aura du stock. Mais c'est ça, le chômage que nous subissons. Nos écoles produisent des diplômés sans se préoccuper de ce que ces diplômés sont consommés sur le marché du travail. Il faudrait que l'école donne la main à l'entreprise pour que les diplômés répondent au profil que demandent les entreprises, notamment avec l'implication de l'entreprise dans le curricula et même dans des bourses. Et comme ça, les diplômés seront mieux consommés, on aura mieux de chômage. Donc, et je voudrais dire par là que nous sommes tous interpellés, vous les communicateurs et nous autres spécialistes de l'emploi, les écoles de formation et les entreprises, pour déjà à la base faire une certaine forme de régulation. Si nous savons que beaucoup de juristes, beaucoup de jeunes rentrent dans la faculté de droit, ils sortent juristes, ils ne sont pas consommés, ils deviennent peut-être vacataires, est-ce qu'on ne peut pas réguler leur entrée? Mais nous continuons de laisser les gens s'inscrire. Après, ils ont un diplôme, ils veulent un emploi, c'est logique. Regardez les universités privées. Il y en a qui sont des boîtes à fabriquer des BTS. Et quand les BTS viennent sur le marché, ça nous tombe dessus. Mais on ne sait pas comment ils ont été formés. De plus en plus, nous demandons aux universités de venir vers nous pour que nous puissions leur parler, ne serait-ce que informer les jeunes sur la réalité du marché du travail. Quels sont les secteurs porteurs? Quels sont les secteurs dans lesquels il y a des niches d'emploi? Quels sont les secteurs saturés? Pour que, de manière avertie, ils puissent faire le choix. Je voudrais terminer par le samedi des métiers parce que ça vous concerne. La dernière édition, celle qui va clôturer la quinzaine nationale de l'emploi que nous sommes en train de dérouler. Nous sommes en pleine quinzaine de l'emploi, comme chaque année d'ailleurs. La 10e édition du samedi des métiers, qui va clôturer la quinzaine, va porter sur les métiers de la presse et du cinéma. Donc vous êtes concernés, il y aura des stands pour tous les organes de presse. On a le temps d'en parler. Okay. Je vous invite à partir de jeudi prochain à venir animer des stands et à venir participer. Eden sera là, Diaspora FM également sera là. Plus spécifiquement, monsieur le directeur, nous revient ces derniers jours que dans le cadre d'une prochaine réduction d'effectifs au sein des Business Promotion Center BPC, plusieurs agents placés par l'ANPE risquent de perdre leur emploi. Qu'en est-il? Vous savez, j'ai beaucoup d'amis dans la presse. Et pas seulement des amis, je suis proche de la presse. Et je voudrais inviter mes amis de la presse à être un tantinet professionnel autant que vous en exigez de nous. D'accord? Voilà une information que des amis ont eue. Personne ne s'est rapproché de l'ANPE, qui est la direction nationale des BPC au fait. Ce n'est pas l'Agence nationale de l'emploi qui est concernée, l'Agence nationale pour l'emploi qui est concernée directement. Mais en tant que directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, je suis directeur national des BPC. Parce que le PNUD et l'État ont trouvé opportun et pertinent d'arrimer le BPC à l'ANPE pour rendre ce dispositif fonctionnel de manière pérenne. C'est un programme de mise en place des BPC que le PNUD anime aujourd'hui. Ce programme de mise en place des BPC va s'arrêter fin 2016, mais il faudrait que les BPC continuent de voler de leurs propres ailes ou sous une structure. Tout programme, tout projet doit s'arrêter, vrai ou faux. Donc pour cela, nous nous préparons à cela. Nous nous préparons à cette phase d'autonomisation qui peut arriver dès que nous sentirons que les BPC peuvent être autonomes. Quand je dis autonome, je ne dis pas privé. On va les autonomiser. Cela ne veut pas dire que l'État ne va pas continuer à les accompagner. Alors, les amis ont eu des informations. Est-ce que je peux citer des journaux? Parler sans citer des journaux. Ok. Ben, ces journaux se reconnaîtront. Je ne les ai pas trouvés professionnels.
j'aurais pu porter plainte. Notamment à la HAC, on dira que le DGNP a fait fermer des journaux. Parce que c'est grave ce qu'ils ont fait. Ils ont publié des articles truffés de contre-vérité en faisant leur interprétation d'une note de service, d'une note circulaire interne au BPC. Ils les ont publiés, des fois, toute la note a été publiée, mais personne ne s'est rapproché de la cellule de communication de l'ANPE, ni de moi-même. La note disait quoi? Voilà, venons-en au fait. Dans la mise en place des tout premiers BPC, il a fallu faire un staffing, c'est-à-dire déterminer l'équipe de management. Au départ, le tout premier BPC, on en pensait qu'avec 5 personnes, on peut le gérer. 5 spécialistes. Les autres BPC, on est allé à 6. Tant qu'on crée un emploi supplémentaire, tant mieux. Donc, les BPC de Porto Novo, de Natitengu, Parakou et Lokossa, Calavi ont bénéficié de 6... l'équipe de management est composée de 6 personnes. Un responsable et 5 spécialistes. D'ailleurs, un des spécialistes de Lokossa a démissionné et on est resté à 5 pour faire l'expérience. Donc, c'était un pilote qu'on a mis en route. Et il s'est avéré qu'il y a un des postes où, compte tenu de la stratégie ou du partenariat qu'on a encore avec le FNPEJ, ce poste n'est plus fonctionnel. La preuve, dans beaucoup de BPC, ils l'ont transformé de manière fonctionnelle ou plutôt de manière non planifiée, parce que ce n'est pas la direction nationale qui a ordonné ça, mais en leur sein, eux-mêmes, ils ont compris, ils ont réorienté ces aspects-là à d'autres postes. Je peux rentrer dans le détail. Il y a le spécialiste accès au financement qui s'est un peu trop tourné les pouces. Et on en a fait, dans certains BPC, spécialistes études de faisabilité. Études de faisabilité qui est le cœur même des BPC. Le BPC vous accompagne à structurer l'idée d'entreprise, à rédiger votre business plan. Le financement, c'est une étape supplémentaire. Et aujourd'hui, avec le FNPEJ, nous avons le gros qui va vers le financement est pris en charge par le FNPEJ. Parce que les produits de nos banques ne sont pas adaptés au profil des gens qui sont accompagnés par le BPC. Alors, il y a une prochaine étape. Nous avons 3 nouveaux BPC à ouvrir. Et avec le PNUD, suivez bien, nous sommes entendus pour avoir un staffing de 4 personnes. En tenant compte de ce qui s'est passé dans les autres BPC et en tenant compte aussi du volume de travail qu'on peut envisager dans ces villes-là. Pobé, Kandi et Boycon. 4 personnes. Je vais ajouter à ceci que les jeunes ont un CDD. C'est un choix. Vous savez, l'employeur fait le choix et si vous voulez, vous signez. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Et on est dans le secteur de l'entrepreneuriat. C'est des personnes qui doivent former des chefs d'entreprise. Alors on leur a dit, dans le cadre de la réduction du staffing pour les nouveaux BPC, et en tenant compte de ce qu'il y a certains postes qui peuvent ne plus être relancés, est-ce qu'il n'est pas pertinent pour vous de vous déterminer par rapport aux nouveaux postes? C'est-à-dire qu'ils soient les tout premiers, les privilégiés à prendre des postes dans les nouveaux BPC. Encore que quand vous signez un contrat avec un employeur, vous acceptez d'être affecté partout où besoin sera. Mais c'est tout, c'est essentiel. Au contraire, c'est un avantage qu'on leur a offert. Imaginez le 31 décembre, après qu'on ait recruté déjà pour les nouveaux BPC, qu'on leur dise, ces postes-là, on ne peut plus les reconduire. Ils seraient malheureux, mais ils ne pourraient même pas lever le doigt. Donc, en conclusion, l'information divulguée par certaines presses... Elle est archi fausse. Et l'autre chose, c'est que c'est de l'intérieur que c'est parti. Il y a deux ou trois troubleurs de structure. De toute façon, vous permet de laver le linge sale. Non, ce n'est plus en famille, puisque vos amis et collègues ont trouvé qu'il faut publier. On ne publie pas n'importe quoi. Bon, donc, j'en profite pour dire aux uns aux autres de ne plus faire des choses comme ça. Nous restons totalement ouverts pour répondre aux questions. Sinon, nous serons obligés de tirer des conséquences de droit
de tout ce qui sera fait désormais. Très bien, nous allons maintenant passer à autre chose dans cette émission. Nous avons beaucoup parlé d'emploi, nous avons consommé plus de la moitié du temps que nous avons imparti déjà. Nous allons maintenant parler de jeunesse et de militantisme. Vous êtes jeune, vous êtes un militant politique, vous êtes un engagé. Quel sens donnez-vous à la politique de la jeunesse dans son ensemble, à la politique, ou du moins à l'engagement politique de la jeunesse dans son ensemble au Bénin aujourd'hui? Merci. Je le disais, moi je suis de cette école-là, de passionnés de la République. J'ai dit, vous l'avez si bien dit, j'ai été boy scout, je le suis toujours. Et je me suis engagé dans la communauté et j'ai été président de la Jeune Chambre. Je crois que le sens civique, le sens de l'engagement communautaire, le sens patriotique des jeunes s'est beaucoup émoussé. Il faut revenir sur des standards et amener le jeune à être un passionné de la République, un passionné du Bénin. Je voudrais que les jeunes soient des amoureux de leur pays. Il y a beaucoup qui ne sont pas. Quand ils parlent du Bénin, c'est comme s'ils sont chez un voisin. Et ils trouvent que les autres pays, qu'il y a l'idéal, il n'y a jamais mieux que chez soi. Hein. Donc le Bénin, c'est notre pays. Il faut que les jeunes se déterminent et s'accomplissent. Ils ont beaucoup de droits, mais ils ont aussi des devoirs. Il faut que cela se sache. Et aujourd'hui, c'est vrai, le souci majeur de chaque jeune, c'est un bien-être, c'est s'autonomiser, être dans un emploi. Et pour cela que moi, je ne suis pas contre le fait qu'on ait fait plus de la moitié du temps. Le besoin du jeune aujourd'hui, c'est l'emploi. C'est pour ça que nous nous déterminons à faire en sorte qu'il y ait plus d'opportunités pour les jeunes dans le secteur de l'emploi. Mais vous savez que je ne sais pas quand est-ce que nous avons raté le coche, mais le jeune béninois aujourd'hui pense que pour être riche, où il faut faire de la politique, où il faut gagner à la loterie peut-être. Ou être douanier. Ou être douanier, par exemple. Ouais, là, je vis ça. Ou bien il y en a qui sont devenus fous du roi, ou bien malades du roi, ou amoureux du roi, et qui défendent des fois à longueur de journée. Ils sont de la famille, de la coalition qui dirige le pouvoir aujourd'hui. Vous pensez à un moment donné, vous avez appelé cela pour les raisonner? Raisonner, non, ils sont pas. Quand on dit fous du roi, c'est pour dire des gens qui peuvent parler au roi déjà. C'est utile. Dans la conception du fou du roi, c'est le seul qui peut dire la vérité au roi. Mais ces fous viennent à la télévision pour défendre du faux. Vous précisez que c'est du faux. Moi, je ne dirais pas que c'est du faux. Et si vous parlez de faux, ceux qui défendent des opinions, ce n'est pas seulement du côté du pouvoir. On ne les voit plus maintenant. On ne sait pas si c'est parce que le régime est crépusculaire, mais de toute façon, pendant un bon moment, ils avaient Qui vous a dit que le régime est crépusculaire? Puisque dans 4 mois exactement... Le président de la République, on va changer de président de la République. C'est bien cela. Okay. Et vous savez très bien que quand on change de président de la République, c'est l'autre équipe qui arrive. Oui. On n'a pas dit que le Boni Aye est fini, contrairement à d'autres personnes. Mais Merci. le régime... Merci. Ce que je voudrais préciser, c'est qu'en face, il y a aussi d'autres jeunes qui défendent bec et ongle d'autres possibilités ou d'autres positions. Il y a plein de jeunes. Quand je suis à la télé, je vois des jeunes qui ne sont pas seulement à la télé pour défendre le président, ils défendent d'autres... je ne vais pas citer de nom, d'accord? Ça veut dire qu'il y a des fous d'autres bords aussi. Non, je crois qu'il faut dédramatiser tout ça. Ça fait partie de l'ambiance politique bien de chez nous. Vous savez, au Bénin, nous aimons beaucoup parler. Et c'est heureux que nous puissions parler parce que il y a des lignes rouges, même oranges, que nous ne franchissons pas et c'est tant mieux pour nous. Et puis, êtes-vous bien certain que votre engagement politique n'avait pas un peu pour fonction de démontrer votre popularité et vous permettre de conserver votre poste de directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi? Aussi, c'est une conséquence, je vais la valider avec vous. Mais je vous dis au départ, vous pouvez me croire. D'abord, j'ai refusé d'aller à la députation depuis 4 ans. Et cette fois-ci, vous avez fait la proposition? Toujours dans mon village. Vous savez, j'ai des frères avec qui je fais des activités de développement local. Et j'ai dit non, je ne veux pas. Mais je n'ai pas résisté. Je n'ai pas su résister finalement à l'idée de faire la compétition au plan des élections communales. Donc, il s'est fait que je suis venu. D'ailleurs, tout le monde a été surpris. Moi aussi, un tout petit peu de mes résultats. Je suis allé aux élections sous la bannière de UB, un parti qui est proche du pouvoir, qui soutient le président de la République, on va le dire comme ça.
Et aux élections législatives, ce parti était venu en 4e position au communal. Je peux accepter que je me gonfle un peu les chevilles pour dire que j'ai porté cette liste au niveau de la première force politique de mon tout petit arrondissement de Savie. Et justement, vous êtes chef d'arrondissement depuis ce moment-là. Vous êtes en même temps, vous êtes resté DGNP, vous êtes secrétaire permanent du cadre de consultation des ministres en charge de l'emploi. Tout cela réuni, est-ce que c'est facile à concilier? Et comment faites-vous? On peut déjà regrouper. En tant que secrétaire permanent, je suis directeur général de l'AMPE, je fais presque la même chose. C'est vrai que chaque soir, j'ai quelques heures pour voir le poste de secrétaire permanent. Ce qu'il faut séparer, c'est peut-être mes fonctions d'élu local, que j'exerce avec beaucoup de passion. Vous savez, je vous invite, vous tous, à faire cette expérience. Nous restons, pas facile de se faire élire non plus. Nous restons à Cotonou et nous philosophons. Nous traçons le monde, nous refaisons le monde chaque matin. Il faut aller dans les communautés pour savoir ce que ça veut dire une élection, la conception de nos parents du développement, ce que l'argent a déjà réussi à faire de leurs convictions. Sans cela, nous allons faire des plans à Cotonou et nous aurons des échecs sur ces plans-là. Moi, j'ai fait une très belle expérience pendant la période électorale, comme vous en parlez, avec tout ce que cela peut avoir comme joie et comme peine, et à être investi. J'ai réussi à me faire élire chef d'arrondissement et investi de ce pouvoir. Je sais aujourd'hui que plus que jamais, j'ai eu raison de descendre dans l'arène. Vous savez, j'ai commencé par leur dire qu'aucun arbre ne peut grandir, fleurir et porter des fruits en dehors de ses racines. Mais moi, mes racines sont à Savie, c'est pour ça que je suis retourné là-bas. Apporter ma contribution, ma science et tout mon engagement au développement. Si ça doit passer par un poste politique, allons-y. Mais on peut le faire sans passer par un poste politique. Il se pourrait que un jour je démissionne. Si la charge est trop forte, pour moi, j'ai un suppléant. Donc pour moi, ce n'est pas une fixation sur ce poste. C'est un moyen pour atteindre certains objectifs. Si vous vous déplacez à Savie, allez voir l'arrondissement. C'est dans un état piteux. Si je ne suis pas à un poste de décision... Et pourtant, vous êtes au pouvoir. Ouais. Puisque le président qui est là, c'est lui, c'est avec lui vous travaillez. L'arrondissement dépend de la mairie de Ouida. Mais il y a des actions que la municipalité et le pouvoir central mènent ensemble pour le développement local. Et moi, je viens peut-être qu'il n'y avait pas ce lien, il y avait cette passerelle. Si je prends votre idée au vol, ben je serai cette passerelle-là qui va permettre la fluidité du développement dans la commune de Ouida et dans l'arrondissement de Savie. D'accord, nous allons vérifier cela au bilan dans quelques années. Nous allons parler maintenant de la présidentielle de 2016, ah oui. De votre, il nous reste quelques minutes, de votre position de spécialiste des questions d'emploi et de jeunesse. Quelle est selon vous la place qu'occupe la question donc, de l'emploi dans le débat politique préélectoral aujourd'hui? Oui, ça c'est un sujet intéressant. Je vous remercie même de l'aborder. Vous savez, tous les stratèges politiques le savent. Le débat politique, l'un des sujets majeurs du débat politique 2016, des élections 2016, sera l'emploi des jeunes. Évidemment, il y aura les infrastructures, ce que le président de la République appelle développement humain. Il y aura les facteurs de développement, de vie et de survie de nos populations, la santé, l'éducation, il y aura les routes et tout ça comme débat, le bien-être des populations, mais il y aura un débat essentiel, c'est l'emploi des jeunes. Parce qu'ils font plus de 60% de la population active et plus de 52% jusqu'aux dernières nouvelles de l'électorat. Si je suis candidat, si je ne zoome pas sur ce secteur, c'est que je passe à côté. Et quelle est la priorité majeure des jeunes aujourd'hui? C'est l'emploi. Donc cette question va être essentielle. Et si moi j'étais sollicité, j'ai quelques idées à proposer. Lesquelles? En résumé, les grandes lignes. Ah oui, d'accord.
Vous avez peur que quelques les présidentiables vous votent Non, je suis à l'origine service communautaire. Tant que quelqu'un peut utiliser ses idées et faire développer la communauté, si les idées sont bonnes, tant mieux pour moi. On dit en fond, l'essentiel est que le serpent meurt. C'est l'homme qui trouve le serpent, ici c'est la femme qui le tue. Non, il faut déjà que d'emblée, le président puisse, dans son programme de société, mettre l'emploi au cœur du développement, de la stratégie de développement. Il faudrait que chaque élément de cette stratégie de développement soit évalué par rapport au nombre d'emplois que cela peut créer. Ceci passe par les appels d'offres, il faut que ce soit inscrit dedans. Ceci passe par la gouvernance. On a dit tout à l'heure qu'il faut regrouper des institutions pour faire de l'emploi une structure sous un leadership fort. Certains pays ont fait des ministres d'État, d'autres ont fait des ministres délégués à la présidence. Il faut aussi qu'on ait un système, deuxièmement, un système d'information plus pertinent. Aujourd'hui, l'observatoire est autonomisé. On doit pouvoir alimenter la question de l'emploi avec un système d'information renouvelé. Et c'est ça qui permet de prendre des décisions importantes. Troisième élément, il faut renforcer les capacités, développer les compétences de tous ceux qui sont dans le secteur. Il faut améliorer le niveau. Il faut travailler à ce que l'éducation soit orientée vers la création d'emplois, la création de richesses. Aujourd'hui, on a l'enseignement général qui fait 80% et l'enseignement technique fait 20%. Il faut petit à petit aller à équilibrer ou même à renverser les tendances. Et quatrièmement, si vous voulez, il faut développer l'entrepreneuriat. On est dans un pays où tout le monde est candidat, sait-on jamais. Monsieur Didier Diego. Pour développer l'entrepreneuriat des jeunes, il y a des dispositifs qui existent. Le BPC, il faut créer des incubateurs pour les startups. Et la quinzaine de l'emploi, j'aime bien qu'on en parle un peu. Et le thème, c'est l'entrepreneuriat des jeunes, quel appui aux startups. Il faut créer de nouvelles entreprises, il faut savoir les héberger. Une étude a prouvé que pendant les 2 premières années de vie d'une entreprise créée au Bénin, sur 10 entreprises créées, 8 meurent. C'est là qu'il faut aller travailler. Je peux vous poser une question. Sait-on jamais vous êtes candidat? Puisque tout le monde est candidat au Bénin. Tout le monde n'est pas candidat. Il y a des gens qui sont identifiés. Il y a une série de manifestations de candidatures. Oui. On pense jusqu'à 60 ou peut-être 70 candidats possibles à la situation. Je suis forcément candidat à partir du moment où je vais soutenir un candidat. Justement, parlant de cet aspect politique des choses, vous êtes membre d'une alliance qui soutient le chef de l'État. Entendez-vous soutenir son dauphin en 2016? C'est une question qui comporte sa propre réponse. Dans ma philosophie, nous allons accompagner les choix sur lesquels il y aura le consensus, et je suis sûr qu'on aura le consensus. Êtes-vous vraiment certain que le consensus est possible dans une famille politique comme les Forces Corrépond Bénin émergent, où nous avons déjà plusieurs candidatures déclarées, sans avoir, ces personnes n'ont pas attendu les élections primaires qui ont été annoncées, c'est vrai, un peu plus tard. Ceci participe de la fluidité du débat, c'est bien de chez nous au Bénin. On fait beaucoup de débats et après on s'assied et puis on décide. Je vous garantis que quand le moment viendra, tout ça là va se décider de manière calme. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas une ou deux protestations. Ça fait partie du système. Mais c'est la majorité, c'est le groupe critique qui compte pour moi. Et non seulement il y aura le consensus, mais aussi il faut qu'il y ait un consensus. On n'a pas le choix, il faut qu'il y ait un consensus pour que nous puissions accompagner celui qui va porter ce consensus-là. Je crois que nous aurons de très belles élections et il y a des surprises même dans ces élections, des surprises agréables pour nous. De très belles élections, jusque-là le dauphin n'est pas connu, cela n'est-il pas préjudiciable pour la campagne? Je me permettrai de faire la différence entre connu et déclaré. C'est peut-être connu. Il n'est pas connu. On ne sait pas qui sera le déclaré. Vous n'en savez rien, peut-être qu'il est connu, mais on ne l'a pas déclaré, puisqu'il faut adapter toute stratégie à un environnement sociopolitique. Et quel est son portrait robot? Puisque vous dites qu'il est connu, mais qu'il n'est pas déclaré. Je n'ai pas affirmé qu'il est connu. Je dis qui sait s'il est connu. En définitive, vous refusez de répondre à la question. Non, je dis nous savons faire les bons choix, les choix pertinents. Et nous le ferons. Il y a des gens qui sont déclarés. Il y a plein de débats. Est-ce que tel a le droit? Est-ce que tel ne peut pas? Etc. etc. Je crois qu'un idéal va être déterminant. C'est celui qui a la capacité de nous rassembler,
de conduire le pays et de nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et cette personne existe. Et se trouve au sein des forces Corée pour mener émergent ou dans l'Alliance UB? Le président de la République a dit le roi est parmi nous, hein, et qu'il soit au sein des FCBE ou pas. Et si on ne le trouve pas au sein des FCBE, qu'on ira le chercher ailleurs. Je crois que c'est la formule que je vais utiliser aussi. Alors, nous allons rapidement parler aussi de cette décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui a été rendue publique, qui interdit pratiquement la couverture des activités de pré-campagne, notamment la divulgation des projets de société. Vous venez de parler de l'emploi qui doit faire partie des choix des candidats. Il n'est plus possible pour les candidats aujourd'hui de dire qu'ils vont miser sur l'emploi, en tout cas pas avant l'ouverture de la campagne électorale proprement dite. Est-ce que nous ne sommes pas dans un système qui empêche en réalité une campagne électorale saine qui permette aux citoyens de choisir leur président? Je vais compléter la préoccupation de Dips en disant comment les électeurs vont savoir quel est le bon projet. Parce qu'il faut quand même que le débat se fasse sur la place publique afin de décrypter correctement les projets de société des présidentiables. Maintenant, la RAC nous demande de ne plus en parler. Premièrement, est-ce que la RAC a dit qu'il n'y aura pas de campagne? Est-ce que la période de campagne suffit? Est-ce que la période de campagne suffit pour... Pourquoi avoir validé et pourquoi nous avions tous choisi que 2 semaines serviront pour la campagne? La RAC a dû évaluer le pour et le contre. On ne décide pas sans faire recours à un vécu. Et on n'interdit que quand on a balancé les avantages et les inconvénients. Je ne suis pas à la place de la RAC, mais je crois qu'étant des personnes pour lesquelles vous avez voté, vous surtout, hein, et que c'est des personnes qui vous représentent là-bas, et que ce sont des personnes sensées. On a voté pour certains, d'autres ont été nommés. Oui, mais bon, parce qu'on avait validé ça. Je voudrais qu'au moment de prendre des décisions, c'est comme le legba que nous érigeons dans nos villages. C'est nous-mêmes qui faisons la terre, hein, malaxons, et on le consacre. Mais l'instant d'après, on est obligé de s'agenouiller devant pour faire des prières. Vrai ou faux? Nous vous suivons. Donc, notre RAC, nous avons décidé, donc nous sommes obligés de respecter, premièrement. Deuxièmement, si vous tenez compte du vécu, de notre capacité à discuter et à échanger aussi largement que possible sur certains sujets et à même extrapoler, et c'est ça qui est important à souligner, on ne peut qu'adapter des stratégies à notre vécu. La RAC a vu certainement qu'il vaut mieux ne pas permettre qu'il y ait beaucoup de débats, hein, que c'est plus salutaire pour nous de contenir les débats et de ne pas laisser les gens afficher une stratégie de campagne ostentatoire pendant cette période de pré-campagne. Et nous avons vécu des périodes de pré-campagne très retentissantes. La RAC a la responsabilité de gérer ça. Moi, je m'en remets à la RAC. C'est comme vous, aujourd'hui, vous gérez une émission. Vous ne gérez pas les mêmes émissions de la même manière. Vous ne donnez pas le même pourcentage de temps à tous les sujets. Et on est obligé de faire avec. Donc, pas de faire avec, de respecter. Je finirai sur cette question qui concerne l'entrée en liste des nouveaux acteurs politiques que sont les opérateurs économiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis dans une télé où un acteur politique a été déjà identifié. Je suis autorisé à tout dire. Absolument. Allez-y, je pense que l'essentiel nous intéresse. Je pense que c'est ouvert. Hein. Tous les Béninois, y compris vous, la loi les autorise. Hein. Et ce n'est pas à nous d'empêcher X ou Y d'être candidat. Tout ce que nous avons comme arme, c'est notre vote. En ce moment, chacun va sanctionner qui il veut. Hein. Sanctionner, je veux dire, sanction positive ou non. Chacun décidera que chacun agisse selon ses pouvoirs. Le citoyen a un pouvoir, celui d'aller voter. Il a plusieurs bulletins, il met le cachet sur... Enfin, plusieurs logos, il met le cachet sur le logo qui l'intéresse. En même temps que chaque candidat, la Cour constitutionnelle, ou plutôt la commission électorale, autorise les candidats, dans certaines conditions, à déposer leur candidature. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Moi, j'attends
janvier, c'est à partir du 9 janvier, je crois, que les candidatures soient déposées pour qu'on se prononce. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. Si on doit se prononcer sur tous les effets, vous avez dit qu'il y a une soixantaine de candidatures. De manifestations, d'intention de candidature. Alors, donc la précision, c'est ça, c'est des manifestations de candidature, c'est pas encore des candidatures, donc ne nous prononçons pas pour le moment. Attendons qu'ils déposent et on va se dire, on va se revoir pour apporter des précisions. Mais je pars du principe que dès qu'on remplit les conditions, on est libre d'être candidat. Ok, j'aimerais insister sur le fait que Eden TV n'a pas de candidat, même si les promoteurs d'Eden TV ont un candidat ou soutiennent un candidat. Chaque acteur de Eden TV est libre de choisir avec qui il travaille, avec qui il mènera la campagne de 2016. Donc Eden TV est un organe de presse qui est totalement impartial et qui donc accompagnera tous les candidats qui viendront demander ses services et qui d'ailleurs accompagne tous les candidats de manière tout à fait impartiale, comme l'impose la déontologie de la presse. J'ai conscience, je sais très bien que ici nous avons affaire à des professionnels et que la part des choses sera faite. Voilà, et voilà pour suivre la deuxième partie de Dimanche politique, est généralement consacrée à une actualité sous-régionale ou internationale. Monsieur Diego, à la où vont les choses sur le continent, vous risquez de gérer définitivement votre poste de secrétaire permanent du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi de la formation professionnelle de l'UEMOA, puisque le Mali vient d'être frappé par des terroristes. Comment vous expliquez ce regain de terrorisme sur le continent? Oui, mais je vais répondre à une idée que vous avez glissée dans votre question. Non, si toutes les dispositions pratiques et logistiques avaient été prises, je serais résident à Bamako et j'y serais. Et vous auriez été en danger à l'occasion de la prise d'otage si de Radisson Blu. Comme tous nos frères maliens. Parce que imaginez que Dieu nous en garde si ça arrive ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et vous le dites si bien, plus personne ne peut se sentir à l'abri de ces choses-là aujourd'hui. Je crois que tous les extrémismes sont à combattre. Et à combattre aujourd'hui, à combattre demain. Et pour combattre efficacement ces extrémismes demain, il faut déjà que chacun se préoccupe du bon rôle qu'il a à jouer. Pourquoi est-ce qu'on a des extrémismes? Pourquoi est-ce que on souffre autant? Il y a le cas du Mali, il y a le cas de la France. Mais il y a un cas que vous n'avez pas cité, la Belgique, où il n'y a pas d'attentat, mais la ville est bloquée, le pays est bloqué. C'est cela. Qu'est-ce qu'on a fait pour en venir jusque-là, à ces extrémités? On a peut-être oublié les cas du Nigeria. À Yola, il y a plus de 30 morts. 30 morts, oui, oui. 12e attentat, n'est-ce pas, au Cameroun. Et une tragédie au Niger, par exemple, à Djifa. Un des groupes terroristes recrute les enfants et les dresse contre la population, leurs propres parents. Et vous voyez les militaires du pays qui sont obligés d'affronter leurs enfants. C'est tragique. Et on en est venu là. Pourquoi? Donc il faut combattre là, avec la dernière rigueur ceci. Et vous avez vu que le positionnement à l'international a changé. On ne laisse plus les gens faire des otages aujourd'hui. Malheureusement, ça cause des dégâts collatéraux. Il y a beaucoup de morts. Vous auriez pu être de passage à Bamako, aller faire une mission dans cet hôtel Radisson Blu et être pris dans cette tir croisée. Donc je dis, personne n'est à l'abri, c'est à regretter, c'est contre le développement, mais encore une fois, cela pose la problématique de l'emploi. Il faut occuper les jeunes, il faut leur donner un emploi et c'est pour cela que toutes les forces doivent se mettre ensemble, à l'unisson, pour occuper ces jeunes, ne plus en faire des oisifs. On dit l'oisiveté est la mère de tous les vices. Ces partis radicalistes puisent dans cette population de jeunes qui ne font rien. Donc nous devons plus que jamais savoir que notre mission est sacrée, mais deuxièmement, il faut combattre avec la dernière rigueur ces extrémismes. Merci à vous. On vous permet de conclure en parlant de ce qui a corrigé, notamment des différentes politiques mises en place dans le domaine de l'emploi, parce que vous avez parlé notamment des avancées, mais à quel moment on a enregistré les choses à corriger. Ce qui est les points d'amélioration, vous voulez dire. Voilà, les points L'un des points d'amélioration, je dis, il faut que, en attendant de fusionner plusieurs dispositifs, parce qu'on doit passer par là, il faut déjà que les passerelles que nous jetons entre les dispositifs soient plus fonctionnelles. Donc il nous faut aller à un dispositif gouvernemental plus compact, je le disais, pour que dans nos actes, on ait plus
on va dire, qu'on ait plus d'impact. L'autre chose, c'est qu'il faut financer davantage l'emploi. Il faut qu'il y ait de plus en plus de jeunes, n'est-ce pas, qui aient accès aux opportunités gouvernementales de l'emploi. Troisièmement, et j'aurais pu citer ça en début, il faut faciliter la création d'entreprises. Il faut que l'environnement fiscal et l'environnement juridique de l'entreprise soient améliorés, plus allégés pour permettre le développement des entreprises principales créatrices d'emplois. L'emploi se crée dans l'entreprise. Il faut développer l'entreprise pour que les emplois puissent être créés. Merci à vous. Merci à vous, Didier. J'avais parlé d'un cadeau à la promotrice. Je voudrais lancer le défi de faire un programme avec elle. Imaginez si tout le gouvernement béninois, pour parler seulement de ce qui est officiel, y compris l'Assemblée peut-être, utilisait pour les rideaux que nous faisons dans notre pays des tissus fabriqués au Bénin. Vous voyez, il y a de quoi couvrir la moitié de la ville de Cotonou. Je voudrais qu'on s'engage dans cela et que ce soit, qu'elle porte ce débat avec d'autres personnes que nous avons identifiées. Et nous allons forcer ceux qui sont spécialistes de la question, qui vendent les rideaux au gouvernement, à utiliser des tissus fabriqués par des Béninois. Ça va être autant d'emplois créés au niveau des artisans. Déjà considérer qu'elle va accepter votre requête. Et merci beaucoup pour le cadeau. Le cadeau que vous lui avez fait, elle est présidente de la commission de l'éducation, de l'affaire sociale. Donc, de ce point de vue, la question de l'emploi et des artistes, bien entendu, par ce biais, la préoccupe d'un point de vue particulier. Merci donc à vous, Didier Mexen-Diego, DMD, comme on vous l'appelle désormais. Vous êtes un acteur du secteur de l'emploi, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, pour l'emploi, tout simplement. Pour l'emploi, tout simplement. Vous l'avez à cette occasion de Dimanche Politique parlé de la politique de l'emploi au Bénin. Le bilan, vous l'avez reconnu, n'est pas celui que vous auriez aimé, il n'est pas élogieux, mais néanmoins, beaucoup de choses ont été faites. Le verre n'est pas à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. C'est ce que l'on retiendra sur la question de l'emploi. Dans le cadre du militantisme dont vous avez parlé également, vous êtes engagé désormais en politique et surtout pour apporter votre pierre à l'édifice du développement, notamment de la commune de Ouida, où vous êtes un élu local. Dans l'actualité de la présidentielle de 2016, vous êtes persuadé que le chef de l'État aura un dauphin plutôt connu qui sera déclaré bientôt et que ce dernier a des chances d'emporter la présidentielle prochaine et que le gouvernement, le régime n'est pas crépusculaire comme on aime à le dire. L'actualité aujourd'hui, donc, c'était vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Diosuliang Baguedi. Donc, on recevait M. Diego Messan. Faut-il le rappeler, il est le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Actuellement, il occupe également le poste de secrétaire permanent du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi des jeunes de l'UEMOA. Il est également le chef d'arrondissement de l'arrondissement de Savis à Ouida. C'était dimanche politique avec un engagé communautaire. Suivez la rediffusion sur Eden TV à 21h ce dimanche, mardi 21h sur la radio Diaspora FM, dimanche 22h. Portez-vous bien et à bientôt.